last year. And so at this point, I hear the music. I'm going to give it to you, Valerie. Thank you very much. So I have two challenges now. Merci beaucoup. J'ai deux défis. Tout d'abord, vous donnez en fait un résumé de 3 rapports GIEC en peu de temps. Et deuxièmement, il faut que je vous parle malgré mon Covid. Alors, nous sommes à 1,1 degré de réchauffement climatique et la quantité de réchauffement dépend de nos gaz à émissions de serre. Cela dépend de la réponse du système climatique, si c'est dans la partie supérieure de la fourchette, et cela s'illustre grâce aux rayures climatiques. Alors, en ce qui concerne le rapport GIEC, c'est le travail de centaines de scientifiques qui regardent les preuves disponibles dans la littérature scientifique et puis ensuite ils vont ajuster les trouvailles et cela afin de s'assurer d'un système transparent. Puis les résultats sont vus par des experts du comité et du gouvernement. Et donc, vous avez les décideurs approuvés qui, en fait, constituent une base de connaissances scientifiques reconnue par tous les gouvernements. Ce que je voulais vous souligner ici, c'est comment l'influence humaine sur les climats ne peut plus être mise en question. Lorsqu'on regarde le climat, il faut voir comment on va ajouter en fait notre budget en termes de gaz d'effet de serre. Au cours des 30 dernières années, on voit que les émissions atteignent les niveaux les plus élevés de l'histoire humaine. Le problème, les émissions de CO2 lorsqu'on brûle les carburants fossiles, et puis, il y a également les éléments liés à l'activité agricole, y compris l'élevage. Lorsqu'on regarde la croissance de nos émissions de dioxyde de carbone, on peut voir qu'il y a des inégalités sur comment nous influençons le climat mondial. Il y a des régions plus touchées qu'ailleurs, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon, l'Australie. Et lorsqu'on regarde cela, on voit que 10% des foyers représentent 40% des émissions de GES, tandis que la moitié de la population mondiale représente moins de 50% de ces émissions. Et s'ils avaient accès à des services de base, ceci n'aurait pas d'impact. Donc, c'est une question de style de vie et de consommation. Et on voit en fait la production des émissions des zones urbaines. Lorsqu'on regarde l'action climatique, on voit que certains pays ont atteint une baisse régulière de leurs émissions. Il y a des villes et des régions qui ont des objectifs ambitieux. Et les coûts d'électricité à faible carbone grâce aux renouvelables et les batteries ont en fait baissé. Donc, revenons au système climat. Il faut savoir que par le biais de nos émissions de gaz à émissions de serre, on altère l'atmosphère. Lorsqu'on regarde l'atmosphère, on peut voir en fait que notre impact a atteint des niveaux jamais atteints. On altère le cycle mondial de l'eau. On voit la perte de masse des glaciers à un niveau jamais vu. On voit que le niveau de la mer qui monte en raison du chauffement climatique parce qu'en fait, cela prend les températures. Avec les gaz à effet de serre, les océans se réchauffent et se détendent. Et donc, on peut voir qu'aujourd'hui, en fait, on voit une accélération de la teneur en chaleur de l'océan depuis 3000 ans. Et donc, on voit chaque composant du système et impacte le climat. On peut voir ici le changement de température de la surface de la Terre
entre 1850 et 1900. Aujourd'hui, nous avons augmenté de 1,1 degré. Ceci est très surprenant et unique pour les 2000 dernières années. Et si on regarde l'information sur les siècles, si on regarde, en fait, pour essayer de voir un tel phénomène, il faut retourner à la première période glaciaire. Alors, à quoi est due cette augmentation du réchauffement climatique? Ce sont les activités humaines. Il faut regarder ce qui est lié à l'influence de l'être humain. Eh bien, en fait, l'effet de réchauffement est lié à l'activité humaine, même s'il y a un rôle naturel. Et il faut voir à des échelles régionales, le climat va réagir aux variabilités du soleil, des éruptions volcaniques, mais cela n'entraîne pas une accumulation de chaleur. L'accumulation de chaleur est le résultat de nos émissions de gaz à effet de serre et leur effet de réchauffement est en partie compensé par l'effet des particules refroidissantes liées à l'utilisation des carburants fossiles. Alors, les gaz, il y a tout d'abord le dioxyde de carbone, il y a le méthane. Le méthane a un impact sur la qualité de l'air, cela crée l'ozone, la pollution à l'ozone, et l'ozone est un gaz à effet de serre. Donc, il y a un double effet des émissions méthane, et c'est le deuxième composant le plus important en ce qui concerne le réchauffement. Aujourd'hui, l'influence humaine et sur le climat est non discutable. Cela a un impact sur l'air, sur la fonte des glaces, sur sur la terre, sur la longueur de saison de croissance. Et c'est également lié au réchauffement des océans, l'acidification des océans. Il faut savoir que lorsqu'on regarde en fait ce qui se passe au niveau du plateau de glace, a été augmenté par un facteur de 4. Le réchauffement de l'océan explique l'accélération de la montée de la mer. Lorsqu'on regarde le réchauffement, on voit que le réchauffement est plus important sur la Terre et encore plus important dans l'Arctique. Lorsqu'on regarde des conditions de climat normales, eh bien, on voit que les températures sont plus stables d'une année sur l'autre dans les tropiques et plus variables aux pôles. Donc, en fait, l'effet humain émergeait dans les tropiques avant les années 80 que dans nos latitudes plus tempérées où on a vu ce réchauffement au cours des années 80 et ensuite dans les zones arctiques. On a découvert que les activités de l'homme intensifient le changement climatique et en conséquence les événements extrêmes, que ce soit les canicules, les sécheresses ou les précipitations importantes. On voit en fait l'intensification de chaleur. Plus vous avez des points, plus vous voyez l'impact de l'homme. Et donc, on a cette augmentation d'extrêmes de périodes chaudes. En ce qui concerne les fortes précipitations, ici, nous n'avons pas encore les données et études dans beaucoup de pays. Là où l'influence de l'homme est le plus importante, c'est en fait en Europe du Nord. Lorsqu'on regarde l'agriculture, lorsqu'on regarde la sécheresse, on voit en fait que cela se retrouve dans des zones à climat type Méditerranée, en Californie, dans certaines parties de l'Afrique et en Méditerranée. Et cela, en fait, va
entraîner une baisse de la précipitation. Les précipitations fortes ont lieu parce que une atmosphère plus chaude peut contenir plus 7% d'humidité. Donc cela nous permet de comprendre les process en cours liés à l'influence de l'homme. Alors, les régions sont affectées de façon multiple. Dans les villes, les extrêmes de chaleur sont surtout la nuit. On l'a pu le voir, par exemple, type canicule à Paris au cours de la dernière semaine. Et puis, vous avez des conditions qui vont être en fait liées à des événements associés. Par exemple, des incendies, vous allez avoir aussi des précipitations. Vous allez voir aussi une augmentation du niveau de la mer avec de fortes pluies sur la terre. Et alors, vous avez un double défi, c'est qu'il faut en fait protéger la terre de l'eau salée tout en augmentant l'eau douce qui va vers la mer. On voit en fait une acidification, on voit des pertes de chaleur maritimes également. Lorsqu'on parle des les risques liés au climat, il faut regarder en fait les implications en termes régionales et mondiales. Il y a des vulnérabilités d'écosystèmes, de sociétés. Aujourd'hui, il y a 3 milliards de personnes qui vivent dans des situations hautement vulnérables, où ils ont une insécurité alimentaire, une pénurie d'eau. Et là, les infrastructures sont vulnérables parce qu'ils ne sont pas conçus pour s'adapter à un changement climatique. Et en 2050, il y aura 1 milliard de personnes exposées au danger d'un niveau de mer qui augmente parce qu'ils vivent sur les côtes. Alors, l'adaptation est possible si on évite la maladaptation qui pourrait augmenter l'exposition future et la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on doit faire attention de ne pas améliorer la situation dans un endroit pour empirer dans un autre. Ce que nous pouvons voir, c'est que le réchauffement climatique a entraîné de grands changements dangereux, des perturbations au niveau de nature. On a pu voir en fait des changements dans la phénologie, des premières fleurs, des premiers fruits, des oiseaux et autres éléments de la nature. Alors, comment en fait évaluer cela? Comment voir que certaines espèces migrent vers des positions plus élevées pour échapper à cela? Et il faut voir également comment la pression sur les ressources de la Terre ont un impact également. Ces micro-menaces peuvent miner la capacité d'adaptation de l'écosystème. Lorsqu'on regarde en fait les co-dégradations qu'ils peuvent avoir en raison de stress thermique plus fréquents. En tant que société, on peut voir des impacts malgré les tentatives d'adaptation. Il y a les risques liés aux événements de chaleur et l'impact sur les cultures en raison d'inondations, stress thermique. En fait, il y a également des impacts sur les infrastructures liés à des dommages liés aux incendies, aux inondations. Il y a des risques de plus en plus complexes et difficiles à gérer. Des périodes prolongées de sécheresse et de chaleur peuvent en fait réduire la capacité de travail des agriculteurs. En conséquence, leurs revenus vont être réduits non seulement par rapport au choc de la production, mais il y a également l'augmentation des prix et cela a un impact sur l'insécurité alimentaire, sur la santé de milliards. Où allons-nous?
nous ne sommes pas sur la bonne voie, sauf s'il y a de grandes réductions immédiates sur les émissions à gaz de serre de tous les secteurs. Il faut limiter le réchauffement à 1,5 degré et bien en dessous de 2 degrés, sinon on n'atteindra pas les objectifs de l'accord de Paris. 5 parcours illustratifs montrent comment l'influence de l'homme va affecter la planète. Vous avez 5 exemples de parcours possibles. Un, en fait, consiste à continuer les politiques actuelles avec une légère augmentation des émissions à gaz de serre suivie d'une faible baisse. D'autres parcours impliquent une plus grande consommation de carburants fossiles et davantage d'émissions. Mais aujourd'hui, parce que nous avons vu des augmentations, des améliorations dans l'abordabilité des prix des énergies renouvelables, il y a aujourd'hui des situations qui font que 2050-2070, nous arriverons en fait à une baisse des émissions. Nous voulons arriver à un net zéro CO2. Lorsqu'on aura atteint ce chiffre, alors il n'y aura plus de réchauffement lié au CO2. Lorsqu'on regarde les différents modèles, il est clair que le réchauffement futur dépendra des émissions. Si on veut atteindre un niveau de 1,5 degré Celsius dans les 20 années à venir, cela veut dire qu'en 2030, il y aura 50% au-dessus de l'objectif. En 2050, on pourrait arriver à 2 degrés de réchauffement, mais cela dépendra de notre capacité à réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Avec les politiques actuelles, si pas d'autres actions est entreprise, alors on pourrait atteindre un niveau de réchauffement entre 2 et 2,5 degrés d'ici la fin du siècle. Et des réchauffements importants sont liés à un réchauffement plus élevé. Si on n'utilise pas plus efficacement les puits à carbone, nous aurons des problèmes. Pour chaque augmentation de réchauffement mondial, des changements sont amplifiés dans chaque région. Si on regarde le cycle de l'eau, ce cycle est intensifié avec le réchauffement. Les régions froides ont davantage de précipitations. Les régions méditerranéennes auront moins de précipitations. Dans des zones très sèches, très arides, telles que le Sahara, vous allez voir que vous aurez une légère augmentation des précipitations qui apparaissent vertes ici sur la carte. Lorsqu'on regarde l'humidité des sols en moyenne sur l'année, en raison de l'augmentation de transpiration et la baisse des précipitations, vous avez beaucoup de régions qui vont s'assécher. C'est le cas de certaines régions en Amérique du Nord, aux États-Unis, en Afrique du Sud et certaines zones d'Asie. Et cette réduction, en fait, d'humidité du sol va augmenter avec le réchauffement mondial. Ceci est également le cas des augmentations et la fréquence de chaleur extrême, de fortes pluies, de sécheresse dans certaines régions et d'événements mixtes dans beaucoup de zones. On verra davantage de cyclones tropicaux plus intenses. On verra en fait un rétrécissement de la glace de mer. Il faut savoir qu'il est déjà trop chaud en fait. Et cela, en fait, malgré le fait qu'on cible 1,5 degré. Avec chaque augmentation de réchauffement climatique, on peut voir davantage d'extrêmes. Pour certains éléments, il n'y a pas de retour en arrière.
et cela par rapport au climat. Il faut savoir qu'il a fallu des centaines, voire des milliers d'années pour voir en fait les pertes de glace de mer. Il faut savoir que d'ici 2050, l'incertitude est limitée. D'ici 2100, il faut savoir que le niveau de la mer augmentera selon les émissions. Et on aura de toute façon une augmentation du niveau de la mer, même avec de faibles émissions. Il faut également regarder en fait les activités liées à des processus incertains. Avec de fortes émissions, on pourrait voir une augmentation de 1,5 mètre du niveau de la mer d'ici la fin de l'année. Et c'est ces informations que les gestionnaires d'infrastructures de villes côtières demandent afin de pouvoir préparer les risques et pas simplement les risques les plus sûrs. Donc, vous pouvez comprendre que nous sommes engagés dans une course contre la mort. Il faut avoir des actions qui peuvent être mises en place rapidement. La restauration d'écosystèmes, mais la marge de manœuvre pour l'adaptation est limitée. Et ces options ne pourront pas fonctionner au-delà de 2050 en ce qui concerne les augmentations du niveau de la mer. Les actions demandent du temps pour les mettre en place. Et les seules actions qui puissent en fait éliminer les risques côtiers sur la côte sont le fait de ne plus construire sur les côtes. Avec une augmentation de 2 degrés, nous sommes engagés vers une augmentation du niveau de la mer allant de 2 à 6 mètres. Et en fait, il faut savoir que cela pourrait atteindre 4 à 10 mètres selon les cas. Donc, le changement climatique a déjà un impact, et cela sur toutes les régions de la Terre de façon multiple. Aujourd'hui, il faut déjà comprendre que les changements que nous avons déjà vécus vont augmenter avec le réchauffement futur. Il faut bien sûr s'adapter par rapport aux risques. Si nous voulons trouver davantage d'informations, vous pouvez en fait voir le rapport où vous avez en fait 3 caractéristiques climatiques qui en fait sont des drivers d'impact aujourd'hui. Pour beaucoup de régions du monde, si on atteint plus de degrés d'ici 2050, il y aura 15 facteurs qui changeront en même temps dans les régions. Cette information est disponible dans l'Interactive Atlas de l'IPCC. Vous pouvez y avoir accès grâce à cette adresse web. Et vous pouvez voir ce qui devrait augmenter. Et vous pouvez consulter les variables climatiques qui vous intéressent. Vous pouvez trouver des fiches données régionales avec des résumés de 2 pages pour chaque région. Le message principal est que le risque climat dépendra du niveau de réchauffement mondial. C'est le cas de l'indice de chaleur, nombre de jours par an où la température est très élevé, donc un danger pour la santé humaine. Et vous verrez également que il y a en fait également les changements en termes de précipitations extrêmes. Toutes les régions sont touchées. Alors, bien sûr, cela dépend de l'état des écosystèmes. Chaque augmentation de réchauffement mondial va augmenter le phénomène d'impact, surtout en ce qui concerne la biodiversité. En ce qui concerne le réchauffement climatique, le risque par rapport à la biodiversité va augmenter. Vous savez que, en fait, lorsqu'on regarde un réchauffement entre 1,5 et 3, eh bien, il y a une multiplication de risques pour la biodiversité d'un facteur de 10. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il faudrait baisser nos émissions carbone d'au moins 30%. Il n'y a pas que la question d'émissions, il y a aussi les questions de services. Il faut savoir que les risques touchent également les océans et les écosystèmes.
Et vous savez qu'on a déjà vu que dans les tropiques, il a fallu réduire les pêches déjà. Donc, il y a une réelle implication en ce qui concerne les ressources et la sécurité alimentaire pour les populations qui dépendent des produits de la mer. Même en Europe, on voit des progrès faits en ce qui concerne l'adaptation, mais cela n'est pas suffisant pour limiter l'augmentation des risques. 4 risques principaux ont été identifiés. Des extrêmes de chaleur tels que nous avons vécu la semaine dernière et le début de cette semaine avec des températures très élevées tôt dans la saison. Il y a également l'augmentation des risques pour l'agriculture, mais également pour les animaux d'élevage à cause du stress. Et nous avons pu voir qu'en Italie, en fait, il y a un stress hydrique de plus en plus important avec des pénuries d'eau. Et enfin, il y a une augmentation du risque de l'inondation en raison des précipitations et des crues de rivières et de fleuves, mais il y a également l'augmentation des risques d'inondation par rapport aux océans et les mers, ce qui va augmenter les dommages en fait terrestres. Alors, quelles sont les possibilités pour réduire les risques à court terme pour la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau, la transformation urbaine et la gestion du risque côtier? Je ne vais pas entrer en détail dans ces différentes options. Ils figurent au rapport. Vous pouvez voir les conditions de faisabilité de ces options d'adoption, les moyens de compensation. Mais il y a également des lacunes et il y a vraiment un fossé croissant entre les besoins d'adaptation et ce qui est nécessaire pour les personnes des régions. Il y a également des limites. Il va falloir également regarder les limites pour des solutions basées sur la nature. Et il faut savoir que cela dépendra de l'effet du climat sur les écosystèmes. Il y aura une baisse de la disponibilité d'eau provenant de la fonte des neiges et cela dépendra des bassins fluviaux. Et en fait, il faut savoir qu'il y aura une baisse de 20% de disponibilité de ressources d'eau entre 1,5 et 2 degrés d'augmentation. Et au-delà de 2 degrés, il y a beaucoup de régions où les cultures actuelles poussent ne pourront plus pousser. Donc, des changements pourraient ralentir cela. Et il y a certains changements qui pourraient limiter le réchauffement. La première condition pour limiter le réchauffement, c'est arrêter l'augmentation de CO2 cumulée. On voit la relation entre les émissions cumulées de CO2, et cela par rapport à la période pré-industrielle, et le réchauffement climatique. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. On voit qu'on projette seulement jusqu'en 2050. Vous pouvez voir que ce réchauffement limité est lié à une action au niveau du budget carbone. Donc, il ne faut pas uniquement penser en termes d'inertie du système climatique, mais également d'inertie en termes des infrastructures. Par exemple, les infrastructures dépendant des énergies fossiles, si elles sont utilisées pour la durée de vie et planifiées initialement, ça émettrait elles émettront 600 milliards de tonnes supplémentaires. Et donc, le budget de carbone doit permettre de limiter. Et donc, comment est-ce qu'on peut transformer ces infrastructures? Ce sera une condition clé pour pouvoir limiter le réchauffement climatique. Limiter le réchauffement climatique requiert une réduction forte et rapide des émissions de CO2. C'est la condition majeure, principale. Et lorsque l'on atteindra la neutralité carbone qui est nécessaire, nous pourrons avoir un impact sur le réchauffement climatique. Cela implique également des réductions fortes d'émissions de méthane qui pourront avoir un bénéfice rapide dans un laps de temps de 10 ans. Cela pourrait aider également les pics de chaleur et également
pourra contrer également les émissions de particules qui résulteront de la décarbonation. Et en ce faisant, on pourra être gagnant dans deux orientations: moins de pollution aux particules, moins d'ozone dans l'atmosphère, puisque nous aurons réduit les émissions de méthane. Et cela pourrait engendrer un double profit, un double bénéfice d'amélioration de la qualité de vie. Donc, c'est un défi majeur pour les années à venir. On peut voir ici les politiques mises en œuvre, si aucune autre action est mise en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir. Il y a eu donc des plaidoyers effectués lors de la COP26 et en lien avec l'accord de Paris, et puisque entre aujourd'hui et 2030, il faut rapprocher en fait les éléments avec les effets du réchauffement climatique, et cela impliquerait une réduction accélérée après 2030, mais cela sera impossible si rien n'est mis en place de supplémentaire à l'heure actuelle. Donc d'ici 2030, si nous voulons avoir une chance de limiter le réchauffement à près de 1,5 degrés Celsius, eh bien, il faudra réduire ces émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 43%. Et également de limiter, en cas de 2 degrés, en fait, de limitation du réchauffement. Dans ces cas-là, ça représente 27% de réduction de l'équivalent CO2. Et donc, et ça correspond à 50% du PIB mondial annuel. Donc, il y a des actions disponibles d'ores et déjà dans tous les secteurs, dans toutes les filières, l'agriculture, l'agroalimentaire, les villes, les transports, les services et des styles de vie, des modes de vie impliquant moins d'utilisation d'infrastructures et de services émettant des gaz à effet de serre. Voici ici la liste des options faisables, disponibles pour permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. L'objectif étant, donc les barres montrent les émissions et l'implication en termes de coûts. Et donc, ça implique des investissements supplémentaires pour agir sur les causes du réchauffement climatique. Mais en raison des perspectives économiques, l'évaluation montre que plus tôt on investit, plus au final, à long terme, il y aura des bénéfices économiques, et sans même prendre en considération les dommages qui vont être évités et les gains purs en termes de santé publique, en termes d'amélioration à travers l'amélioration de l'air, de la qualité de l'air, et donc beaucoup plus avantageuse et moins onéreuse que de continuer ce mode de vie. Donc, avec des modes de vie requérant de faibles émissions de carbone, on peut donc améliorer les bénéfices de bien-être et de santé et voir les bénéfices là où nous vivons dans les bâtiments. Par exemple, un grand nombre de stratégies ont contribué à des bienfaits sur la santé, le type de régime que nous consommons, et également d'avoir une mobilité plus active. Et si les émissions se réduisent fortement, qu'est-ce que l'on verra? Et ça, c'est illustré également lorsque l'on compare les émissions fortes ou faibles, quel que soit le scénario envisagé, si on compare les deux scénarios. Donc, l'amélioration se fera rapidement en termes de qualité de l'air. Ça agira sur la concentration dans l'atmosphère. Ce n'est pas quelque chose d'instantané, comme on a pu le voir également lors des confinements liés au Covid. Mais les bienfaits se verront sur le long terme, mais ce sera discernable dans un laps de temps de 20 ans. Donc, pour résumer, chaque décision a son importance et chacun d'entre nous peut, chaque décision qui sera prise peut nous rapprocher, nous les éloigner de ce monde résilient sur le plan climatique. Il ne faut agir non seulement sur les causes, les réductions des émissions de gaz à effet de serre, et également sur les conséquences. Toutes les crises, la pandémie, la guerre en Ukraine, chacun de ces éléments joue un rôle important. Est-ce que l'on veut agir pour construire un avenir plus résilient, ou alors souhaitons-nous conserver notre activité telle qu'elle a toujours été, en risquant d'accroître les risques et leurs effets à l'avenir? Les découvertes qui ont été faites sont claires. Nous avons les outils pour pouvoir agir. Nous avons des options pour pouvoir agir.
Et le temps de l'action, c'est aujourd'hui, puisque le climat et les risques associés que nous allons rencontrer à l'avenir dépendent de nos décisions aujourd'hui. La preuve en est qu'il est temps d'agir maintenant. Merci de votre attention. Merci, merci. Je suis désolée auprès de tout le monde. Je voudrais m'excuser auprès de chacun parce que je vois qu'il y a eu des difficultés techniques au début et que vous n'avez pas tout entendu. Donc, je vais faire un petit résumé et ensuite, je vais passer la parole à Sia dans quelques secondes. Je voulais juste tout d'abord souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et donc, nous sommes heureux d'être retrouvés pour ce forum et cet atelier météo-climat. Et chaque année, j'attends avec impatience cet événement et de vous retrouver. Et c'est une problématique essentielle, comme nous le savons, puisque c'est également une opportunité aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous nous sommes réunis, constituer ce groupe pour avoir des outils, pour pouvoir vous permettre également pour pouvoir être des meilleurs communicants concernant le changement climatique et contribuer à votre travail. Comme vous le savez, à travers les rapports du GIEC, par exemple, il y a encore beaucoup plus, nous montre qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Et maintenant, nous allons passer la parole à Siat, qui va donc nous parler de la feuille de route, de ce à quoi nous pouvons nous attendre au cours des mois à venir et nous aider à nous préparer pour la COP27. Merci beaucoup, Bernadette. Merci également, Valérie, pour cette présentation très intéressante, comme toujours. Je vais parler français, finalement. Et en étant en France et étant un communicant français. Une petite présentation sur où est-ce qu'on est finalement dans le processus intergouvernemental avec ce que tout le monde connaît, donc les COP. Je vous emmène de l'autre côté de la Manche. On est en Écosse, on est à Glasgow, c'était la COP 26 l'année dernière. Et cette COP était une des plus importantes, si pas la plus importante depuis la COP de Paris, depuis l'accord de Paris, la COP 21, car elle a permis finalement, d'abord c'était la plus grande, jamais organisée, la plus grande conférence sur le climat, jamais organisée, et elle a réuni le plus de délégués depuis toujours, en fait. En fait, si je vous dis qu'elle est importante, c'est parce qu'elle a permis une chose qui est le plus nécessaire, c'est de maintenir en vie c'est de maintenir en vie l'objectif de l'accord de Paris de 1,5. Cet objectif de l'accord de Paris, on le sait, son nom le dit, il vient de l'accord de Paris et s'inscrit en fait dans la raison d'être même de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, donc UNFCCC, la CNUC en français. Qui reconnaît, comme on le voit, qu'il est nécessaire de pouvoir diminuer le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et de préférence 1,5. À cette époque, c'était déjà basé évidemment sur les recherches scientifiques. Juste si on peut me remettre... Merci. Donc voilà, ça c'est un peu d'historique, mais c'est peut-être pas nécessaire, mais c'est pour rappeler que la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est une convention qui est née en 1992 lors du sommet de la Terre, avec ses deux sœurs qui sont la Convention de lutte contre la désertification et la sécheresse et la Convention sur la biodiversité. Et c'est la raison d'être, comme je disais, donc la raison d'être c'était la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour prévenir toute interférence dangereuse anthropique sur le système climatique. Donc l'accord de Paris a vraiment été l'aboutissement de la CNUC et cette COP 26 finalement est quelque chose qui nous rappelle l'importance du 1,5. Alors quand on parle de 1,5, on dit 1,5, 2, 2,5. C'est vrai que parfois ça prête à confusion, on ne voit pas vraiment la différence. Et on vous dit que si chaque fraction de degré compte, c'est assez simple. Voici quelques exemples finalement de réalités ou de scénarios qui ont été prévus sur des bases scientifiques. Donc on imagine qu'avec un réchauffement climatique de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, on aurait 3% de probabilité d'un Arctique sans glace dans une année donnée, d'un été arctique pardon, sans glace. Si ces réchauffements augmentent à 2, on arrivera à 16%. Et si on arrive à 3 degrés de réchauffement, on arrive déjà à 63%. C'est-à-dire que les fractions de degrés sont absolument importantes et il y a une grande différence sur les conséquences. Il en est de même par rapport aux sécheresses. On imagine à 1,5, le scénario serait qu'il y aurait 2 mois de sécheresse dans une année donnée dans les zones arides. Avec 2 degrés, on parlerait déjà de 4 mois de sécheresse par an. Et avec 3 degrés, on est à 10 mois de sécheresse par an. Donc ce sont des réalités qui sont déjà là. On l'a connu à travers le monde. On a vu ça certainement l'année dernière. On se rappelle des inondations en Algérie, des catastrophes climatiques aux États-Unis, mais également ici, au nord de l'Europe, en France, en Allemagne et en Belgique.
Juste pour vous donner une idée aussi, un ordre de grandeur, c'est vrai qu'on estimerait à 170 milliards de dollars seulement en 2021 les catastrophes climatiques. Et ça, ce chiffre-là ne réunit même pas tout le monde. Donc c'est vraiment une idée d'ordre de grandeur. On revient à Glasgow, désolé d'aller un peu vite, on revient à Glasgow pour vous dire pourquoi finalement ce 1.5 et comment est-ce qu'on a réussi à maintenir le 1.5 en vie. Le pacte de Glasgow pour le climat a finalement réuni les parties, donc les différentes nations se sont mis d'accord pour pouvoir reproposer des NDC beaucoup plus ambitieux que ce qu'il était déjà prévu lors de Paris. Alors un NDC, c'est quoi? C'est les contributions déterminées au niveau national, c'est-à-dire que chaque pays, chaque partie doit soi-même planifier, si vous voulez, préparer son plan pour savoir comment est-ce qu'il peut et en même temps diminuer ses émissions à gaz à effet de serre et en même temps trouver des mesures d'adaptation face au changement climatique qui est déjà existant. Quand on dit qu'ils sont plus ambitieux, c'est qu'à l'époque de l'accord de Paris, les partis étaient requis d'introduire ces NDC tous les 5 ans. Maintenant, on doit rendre des rapports de synthèse annuels, c'est-à-dire qu'on demande à chaque pays non seulement d'être beaucoup plus ambitieux, mais également, pour un souci de transparence, de le rendre de manière plus fréquente. Il y a également un doublement du financement pour tout ce qui concerne l'adaptation au climat, un doublement entre 2019 et 2025. Donc c'est aussi une très forte avancée, parce qu'évidemment, quand on parle d'argent, c'est toujours quelque chose qui est sur la table. Et alors, je voulais vous montrer cette phrase aussi qui a été phase down of unabated coal power and phase out of inefficient fossil fuel subsidies. En fait, c'est une petite histoire derrière ça, c'est-à-dire on peut voir ça comme un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide, parce qu'il y a eu une discussion sur le vocabulaire de phase down ou phase out. Donc, est-ce que c'est une diminution progressive ou une élimination progressive des combustibles fossiles, pardon. Parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, je vais juste vous rappeler il y a une phrase qu'on voudrait se rappeler, c'est celle de Jennifer Morgan, qui à l'époque était la directrice de Greenpeace et qui depuis est devenue la secrétaire d'État chargée aux questions climatiques de la République fédérale d'Allemagne. Elle disait que finalement, the words can change, but the signal is there. C'est la première fois que finalement on se met d'accord, et quand je dis on, c'est-à-dire 197 pays, se mettre d'accord pour pouvoir sortir du charbon ou pouvoir diminuer. Donc l'ère du charbon, on pourrait dire, est déjà à la fin. Voilà juste une image aussi qui prouve que finalement on est face à une urgence climatique que les nations et les pays ont parfois tendance à ignorer et à ne pas agir en conséquence. Je m'explique ici. Quand on parle des NDC, donc des contributions déterminées au niveau national, donc ce qui a été remis, et ça a été précisé par Valérie juste avant, sont complètement insuffisantes pour pouvoir être on track, pour pouvoir être en accord avec l'accord de Paris. Les engagements ne sont pas respectés de façon assez simple que si les pays mettent en place les plans qu'ils ont soumis par rapport au plan de synthèse de 2021, donc les derniers reçus, on arriverait à une diminution de 1% d'ici 2030, alors qu'on a un besoin de réduire les émissions de moitié, de 45% à peu près, donc à peu près de moitié, pardon. Une autre image, et ça a été aussi précisé par Valérie que je voulais vous montrer, c'était la différence entre, ça c'est une image du PNU, donc c'est du Programme des Nations Unies sur l'environnement, pour l'environnement, c'est des gigatonnes de CO2. On voit que la ligne rouge, c'est les planifications des pays. La ligne verte, c'est ce qu'il faudrait pour arriver à 2 degrés. Et la ligne mauve, c'est ce qu'il faudrait pour arriver à 1,5. Donc on voit que les engagements ne sont pas tenus. C'est souvent aussi le cas des plus gros émetteurs, sans pouvoir désigner du doigt. Donc c'est vrai que le Glasgow a été une étape super importante parce que finalement, face à cette urgence climatique, on était très très près d'échouer. Donc la réalité, c'est aussi de pouvoir mettre tous ces pays autour de la table pour pouvoir prendre des mesures et les respecter après. Donc la COP26 a permis de maintenir en vie le 1.5, mais malheureusement, son pouls est encore très très faible. Donc il y a encore énormément de progrès à devoir faire. Je vous remercie, j'ai été un peu rapide, mais le temps presse. Thank you very much, Siad. I know. Merci beaucoup, Siad. Et je suis consciente que nous sommes un peu en retard, mais nous avons quand même quelques questions que nous allons traiter. Donc, c'était très intéressant. Donc, il était difficile de couper. La première question pour vous, Valérie, concernant donc le dioxyde de carbone et le PIB. Quels sont les derniers états concernant donc les dernières connaissances sur la décarbonisation? Ce que je peux dire, c'est que le groupe 3, le rapport du groupe 3 mentionne que dans un certain nombre de pays, il y a eu
des éléments importants, et en particulier, c'est dû à des investissements en termes d'efficacité énergétique et en termes d'émissions dans des moyens de production bas carbone. Et ce qui est clair, c'est que les coûts des investissements pour réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre représentent une part infime des PIB par année, entre 0,05% et 0,15%. Et ça ne prend pas en considération les bénéfices du fait d'éviter les dommages, les coûts en termes de dégradation de l'écosystème qui pourraient être évités, et comment peut-on les suivre, et comment également comptabiliser les bénéfices du bienfait du fait d'avoir un meilleur environnement. Merci pour cette précision. Une autre question vient d'arriver. Parlant des réfugiés climatiques, et je dirais, Valérie, c'est pour Valérie, mais bien sûr, vous pouvez ajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a des graphiques qui montrent combien il y aura de réfugiés climatiques en fonction des différents scénarios de changement climatique et de réchauffement climatique? C'est vraiment dans le cadre du groupe de travail, du rapport du groupe de travail 2. Donc c'est un travail qui porte sur la santé et le bien-être. Il y a une analyse dans ce cadre qui porte sur le fait que dans certains cas, les déplacements de population selon les pays et selon les stratégies adaptatives qui sont, donc, par exemple, les personnes qui ont perdu leur récolte et qui ont besoin d'une diversification de leurs moyens de subsistance. Donc, parfois, ils vont revenir à leur village initial pour pouvoir apporter un appui à leur famille. Et la mobilité également est également abordée, où le climat joue un rôle facteur. Ça peut être des opportunités socio-économiques ou d'autres aspects. Le rapport analyse également les déterminants entrant en jeu dans les conflits associés principalement avec donc, des conflits historiques, avec une prévalence de la pauvreté et des inégalités, les défis en termes de réglementation à l'accès aux ressources et le manque d'éducation également. Et vice-versa, réciproquement, on peut voir des déterminants permettant d'éviter des conflits, de favorisation de la paix et donc de réduction du stress sur le climat. Donc, si on regarde d'un point de vue humanitaire, ils sont situés dans des régions où il y a des fortes chaleurs, des fortes sécheresses, qui font que ces régions sont très vulnérables au changement climatique. Merci, Siad. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point? Peut-être quelque chose sur quelque chose qui est plutôt associé. Merci Valérie, parce que vous avez tout dit. C'est à Madagascar l'année dernière. Pour la première fois, il y a une crise famine. Il y a une famine qui s'est passée, qui a été liée qui a été considérée comme une conséquence directe des changements climatiques, ce qui a provoqué évidemment aussi des migrations. Il y a une influence. Non, je sais que ça a été, mais le WFP l'a reconnu. Enfin, bon, bref, c'est quelque chose qui s'était, mais parce que ça a provoqué également. C'était lié à la sécheresse, mais la sécheresse elle-même, on ne peut pas la lier, le déficit d'eau dans les études d'attribution, on ne peut pas le lier au changement climatique dû à l'influence humaine. Mais c'est une très forte vulnérabilité à la sécheresse. Pardon, c'est ça. C'est pas directement à l'influence humaine, mais il y a eu une sécheresse qui a été, donc ça a provoqué finalement des migrations aussi. C'est pour ça que je voulais juste ajouter ceci. Love the energy today. J'aime l'énergie qui émane de ces échanges. Une autre question avant, malheureusement, que nous devions nous interrompre, puisque je ne peux pas vous conserver avec nous toute la journée. Concernant les récents événements, quels enseignements ont été tirés et qu'est-ce que vous attendez à l'avenir de ces événements? Des changements climatiques à Bonn qui sont finalement ce qui prépare la COP chaque année. Les priorités ont été celles qui ont été déjà désignées, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité finalement de l'adaptation et de mettre de l'argent sur l'adaptation. Et le cœur de la guerre aussi, c'est vraiment mettre l'argent sur la table. Donc il y avait aussi un engagement de 100 milliards de dollars qui a été réitéré. La COP27 se tient cette année en Afrique. C'est une COP africaine qui se tiendra à Sharm el-Sheikh. Donc, c'est des réalités qui sont aussi d'autant plus nécessaires et d'autant plus importantes à prendre en compte.
Okay, well, thank you. Merci à tous, en particulier Valérie, de nous avoir rejoints pour cette session. On va faire un petit break, je crois, une petite pause de 5 à 10 minutes. Restez en ligne, restez avec nous et ensuite on va poursuivre avec une plongée dans les rayures, dans les stripes.